Un mercato en pleine décroissance, des joueurs qui partent libres dans beaucoup de clubs et le PSG qui refuse une offre à 200 millions d'euros pour Mbappé. Ça vaudrait pas un bon entre-deux, ça, Philippe? Ah ça, ce mercato, on n'a pas fini d'en parler. Alors allons-y. Parlons-en tout de suite, entre deux. Comparé à 2019, le mercato a baissé de 42%, c'est-à-dire on est à 3,8 milliards d'euros dépensés cet été. Et dans ce contexte-là, plus de 60% des clubs ont fait des transactions de moins de 20 millions d'euros. Donc on voit bien que ce contexte économique est pesant en France comme ailleurs, ce qui a amené d'ailleurs l'UEFA à alléger son fair play financier, c'est-à-dire à lisser sur 2 ans les exercices Covid, et de permettre, une fois n'est pas coutume, aux propriétaires des clubs de couvrir financièrement les clubs, c'est-à-dire qu'on est très proche d'une approche DNCG. La DNCG, justement, avait dit au PSG que globalement son mercato devait être excédentaire de 180 millions d'euros, ce qui ne sera pas le cas, bien évidemment. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se dit que, évidemment, que le PSG aurait dû vendre financièrement Mbappé. Pourquoi ? Eh bien parce que ce joueur acheté 145 millions d'euros, plus 35 millions d'euros de soult pour Monaco lié à la fin du contrat ou à son renouvellement ou à la cession, moins les 4 ans d'amortissement, ça veut dire qu'il restait 36 millions d'euros à amortir. Avec une offre à 200 millions d'euros du Real, eh bien c'était 164 millions d'euros de plus-value, de profit sur cette opération-là, ce qui comblait quasiment l'objectif demandé par la DNCG. Alors, oui, le joueur risque de partir pour zéro. Maintenant, il reste au moins 4 mois entre maintenant et janvier, la période où le joueur pourrait se négocier pour zéro, pour justement essayer encore de le faire re-signer. Alors oui, le constat est tout à fait clair. Il y a une baisse importante du marché, non pas en nombre de transactions, de mouvements de joueurs, mais par contre les montants de transferts ont baissé absolument considérablement. Mais je trouve que a été passée sous silence une autre analyse de ce mercato, qui est que finalement les très gros joueurs, beaucoup de très gros joueurs ont bougé, et ont bougé vers 4-5 clubs maximum. Si le Barça, si la Juve, qui sont des éléments évidemment considérables dans un football où déjà il n'y a plus que 10-12 joueurs qui se payent tous les meilleurs joueurs du monde, qui concentrent tous les meilleurs joueurs du monde, eh bien si le Barça et la Juve en sont à se débarrasser, parce que c'est ce qui s'est passé, elles se sont débarrassées de Messi et de Ronaldo, ce qui n'est pas mineur sur le marché des transferts, si ces clubs en sont là, eh bien cela pousse évidemment à ce que 4-5 clubs maximum soient là pour s'offrir ces meilleurs joueurs du monde, qu'ils soient libres. Ça coûte malgré tout une fortune. Ça coûte encore plus cher évidemment quand il y a des transferts, et là ils n'hésitent pas à aller au-delà des 100 millions d'euros. Donc on s'aperçoit qu'il y a cette autre analyse du marché, ça baisse partout, sauf pour les 4-5 très gros clubs qui pourraient phagocyter complètement le marché et nous pousser vers quoi ? Vers la Super League. Parce qu'elles auront besoin, ces équipes, elles vont avoir besoin d'adversaires. À 4-5, le foot ne vit plus. Bref, voilà une autre menace. Et puis il y a le cas Mbappé. Voilà. Alors j'entends Vincent qui dit il aurait fallu le vendre économiquement, c'était logique, etc. Je suis désolé, mais depuis le début, et moi je n'ai pas d'avis personnel, mais je dis depuis le début que le PSG peut, voire doit, garder Mbappé. D'abord parce que c'est un joueur considérable et unique, donc tout à fait irremplaçable. Ensuite parce que on ne sait pas exactement l'offre du Real, mais qu'elle ait été de 160 ou de 200, peu importe. Elle est de toute façon, c'est un record du monde. Pour 1 an de contrat, c'est évidemment considérable. Entendu, très bien, fort bien. Qu'est-ce que vous faites de votre record ? Vous l'affichez dans votre placard. Ça vaut quoi par rapport à 1 an de Mbappé ? 1 an de Mbappé sur le terrain. Comment hésiter entre les deux quand, parallèlement, il n'y a plus la menace actuelle, en tout cas DNCG, FPF, puisque le PSG
a pu avaler des déficits supérieurs à 100 millions sans que ça leur pose de problème. La devanture de Qatar 2022 semble si importante en termes de communication pour le PSG que pour moi il n'y avait pas d'hésitation. Il fallait évidemment garder Mbappé. C'est pas rien, Mbappé. C'est pas Di Maria, c'est pas Wijnaldum, c'est Mbappé. Voilà. C'est un des joueurs considérables des prochaines années. Comment le PSG pourrait s'en débarrasser contre un chèque, simplement un chèque? Pour moi, il n'y avait pas d'hésitation. Voilà ma réponse. Alors pour le cas Mbappé, il n'y a pas de miracle. Il y a un joueur qui défend ses intérêts, il y a un club qui défend ses intérêts. Si les deux ne convergent pas, il y aura peut-être rupture dans un an, à la fin du contrat, mais peut-être pas non plus, parce que si Kylian Mbappé a visiblement un accord avec le Real Madrid, tout cela n'est pas dans le marbre, n'est pas gravé dans le marbre, tout ça peut changer en une année, et donc on n'est pas au bout de nos surprises. Il peut très bien y avoir peut-être une prolongation finalement du contrat de Mbappé. Tout est envisageable. Là-dessus, il n'y a pas de surprise à attendre. Sur le deuxième point, celui de ces 4-5 clubs qui auraient le monopole sur les meilleurs joueurs mondiaux, il y a évidemment un certain nombre de pistes qu'on a déjà évoquées très largement, comme la limitation du nombre de contrats, qui est devenue totalement indispensable, comme la limitation d'un salary cap. Voilà, bon, ça ce sont des mesures dites classiques. Et puis, il faut même envisager d'autres mesures, parce qu'on ne peut pas faire confiance au marché. Dans le football, le marché, ça ne fonctionne pas. Et nous sommes en plus dans une économie tout à fait particulière, où en fait tout le monde a des intérêts communs. C'est-à-dire que, je vais peut-être vous surprendre, mais oui, ce sera plus facile pour le PSG, par exemple, ou Manchester City, de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine ou dans 2 ans. Ok, très bien. Sauf que, si au bout de 4 ans, on s'aperçoit que finalement, il y a tous les ans les mêmes clubs en demi-finale, et qu'il n'y a pas de possibilité de retour parce que les écarts s'accroissent, comme avec les autres, avec les autres clubs qui, eux, sont déjà très, très loin, si on n'a plus une dizaine de clubs compétitifs, eh bien, le système s'effondre. C'est-à-dire que le football devient inintéressant. Vous gagnez, certes, éventuellement, vous mettez une ligne à votre palmarès. So what? Si derrière, votre écosystème s'effondre et que la compétition n'a plus d'intérêt parce qu'il n'y a plus de concurrence. Donc, on peut envisager plein de choses. Évidemment, le départ vers la Super League, qui serait un moyen de remonter les clubs en mauvaise posture, on l'a bien compris. Et puis, il y a une autre solution, qui n'est pas la plus probable, peut-être, mais qui n'est pas si absurde que ça. Ce serait que ceux qui financent aujourd'hui ces clubs en bonne santé, je pense au Qatar, je pense à Abu Dhabi et d'autres, financent d'autres clubs, à travers du sponsoring, à travers peut-être des droits télé, à travers une aide directe, pourquoi pas, une sorte de plan Marshall du football de haut niveau, aide ces clubs à remonter de manière à ce que on ait un écosystème qui fonctionne avec une dizaine de clubs qui demeureraient performants et capables de se répartir les meilleurs joueurs et qui faire en sorte que le football reste intéressant. Voilà, une solution parmi d'autres. Alors oui, Philippe, la piste que tu imagines, c'est une piste qui ressemble fortement finalement à la Formule 1, avec les écuries comme Mercedes ou Ferrari, les motoristes qui peuvent avoir plusieurs écuries ou des écuries partenaires pour monter le niveau d'incertitude de la course. C'est un peu ce que fait Manchester City, mais je pense que justement, si on regarde bien l'intérêt du football, c'est l'incertitude du résultat, tu l'évoquais. On peut voir aussi que pour la performance, un des facteurs clés, c'est la stabilité des effectifs. Les mercatos posent souvent des problèmes, il y a un peu trop de turnover. Supprimer le mercato d'hiver, on en avait parlé déjà ensemble, ça me semble être une piste intéressante. Et puis dans After Foot, la revue, qui est le dernier numéro qui est sur la notion de football identitaire, l'âme d'un club, ça joue aussi sur la stabilité des effectifs. Stabilité des effectifs qui souvent est synonyme aussi de performance, parce que quand on a un effectif installé depuis un certain temps, avec les bons joueurs et le bon coach bien évidemment,
ça aide à être performant. Alors, il y a peut-être une autre piste sur laquelle on pourrait creuser. On connaît la règle des joueurs formés localement, c'est-à-dire que sur la liste UEFA pour les compétitions européennes, il doit y avoir au moins 8 joueurs formés localement, au moins 4 dans le club et 4 dans le pays. On pourrait très bien imaginer avoir un nombre limité de nouveaux joueurs pour éviter qu'il y ait trop de turnover dans les effectifs et inviter les équipes à avoir des joueurs sur plusieurs années de façon plus régulière. Voilà une autre piste.